Et avec nous, deux habitués. Pierre Jacquemin, bonjour. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de Politis, et l'éditorialiste politique Dominique de Montvalon. Bonjour Dominique, merci d'être là. Mathias, bonjour, rebonjour. Merci d'être avec nous. On parlera avec vous de l'avenir du gouvernement Borne. Les rumeurs de remaniement se font de plus en plus pressantes. Combien de temps peut-elle tenir Emmanuel Macron a-t-il un intérêt politique à remanier maintenant? On en parlera. Et puis remanier, oui, mais avec qui? Emmanuel Macron peut-il se passer des LR? Un accord est-il possible tant les différences semblent nombreuses sur l'immigration, sur les finances publiques et d'autres sujets? Vous nous direz ce que vous en pensez. D'abord, on regarde ensemble l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale du côté de Poitiers. Bonjour Delphine Blanchard, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste Bonjour, à la Nouvelle République. Delphine, on va revenir avec vous sur la réunion du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. C'était en début de semaine. Les élus qui se sont opposés sur la question de l'ouverture à la concurrence des TER. Oui, il aura fallu plus de 5 heures de débat dans l'hémicycle du Conseil régional pour trancher. Il faut dire que la plus grande région, la Nouvelle-Aquitaine, est composée de 183 élus et qu'Alain Rousset, son président socialiste, se met un point d'honneur à donner la parole à tous ceux qui veulent la prendre, pas seulement aux chefs de groupe des partis. Vous imaginez donc que ça peut être très long comme débat. Alors la délibération numéro 6 aura fait sacrément gloser. Il s'agissait de voter la nouvelle convention TER entre la région et la SNCF pour 2024-2030 avec, comme la loi l'obligera à partir de décembre prochain, l'ouverture à la concurrence des TER, trains express régionaux, du ressort de la région. La Nouvelle-Aquitaine aurait pu attendre 2030 pour l'ouverture à cette concurrence. Elle a fait le choix de 2027, avant la fin du mandat régional qui arrive en mars 2028, pour ne pas laisser la poussière sous le tapis, comme l'a rappelé Alain Rousset. Mais le sujet évidemment crispe, les divisions politiques ont fait rage, il aura fallu que les socialistes négocient avec les centristes et notamment le groupe Renaissance pour que le vote se termine avec 106 voix pour, on appelle cela le consensus. Pour les usagers, pour l'heure, rien ne change, puisque le cahier des charges des appels d'offres n'est pas encore défini. Ça va être la seconde étape. Donc rien de nouveau sous le soleil, augmentation des tarifs du billet, moins de guichets en gare. Toutes ces réponses, on les aura en 2027. Et Delphine, il y a eu une autre délibération, et là c'est une décision à l'unanimité sur un sujet pourtant sensible. Oui, par les ressources en eau et gestion de l'eau en Nouvelle-Aquitaine relève du défi, notamment depuis les événements dramatiques de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Mais la région a décidé là encore d'apaiser les esprits en lançant un programme régional pour mobiliser la recherche sur les grandes politiques publiques autour de l'eau. Alors c'est dans le sens en fait qu'une première pierre à l'édifice a été érigée avec le financement d'une thèse. Cette thèse-là, elle aura pour but d'analyser les sols et de réaliser une cartographie territorialisée des ressources en eau. En gros, l'objectif, c'est d'analyser quantitativement et qualitativement où les sols sont les plus fournis et donc où les sols sont les plus à même d'être soumis à des grands projets d'ampleur. Évidemment, on pense aux réserves de substitution. Un groupe de scientifiques, à l'issue de 3 années de travail, livrera donc une thèse et, on l'espère, une expertise objective. En tout cas, comme vous le disiez, Oriane, la délibération a été votée à l'unanimité et c'est rare de mettre d'accord les 183 élus de la région Nouvelle-Aquitaine, surtout en ces temps de guerre de l'eau. Merci beaucoup, merci Delphine Blanchard d'avoir été avec nous et on va regarder la une de la Nouvelle République aujourd'hui, arboriculture, retour à la normale. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec nous et puis à très vite évidemment. On va passer au débat politique. Pierre, Dominique, on est impatients de vous entendre sur la question du remaniement. Les rumeurs qui se font de plus en plus insistantes. Elisabeth Borne peut-elle tenir? Avant de vous entendre, on va écouter ce qu'en disait Stanislas Guerini sur notre plateau il y a quelques minutes. Moi, je la soutiens de toutes mes forces dans ce gouvernement parce qu'elle mène un travail extrêmement courageux, avec de la clarté, avec une vision pour notre pays, avec une feuille de route qui a été définie avec le président de la République et elle nous permet d'avancer. Qui d'autre qu'Elisabeth Borne ferait mieux qu'elle aujourd'hui? Pierre, est-ce qu'Elisabeth Borne peut tenir?
Ça me paraît compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire parce que Emmanuel Macron a fixé cette date des 100 jours, les 100 jours d'apaisement, et on voit bien que l'apaisement, il n'est pas vraiment au rendez-vous. 100 jours aussi pour lui-même réfléchir sans doute à l'après-séquence retraite, et Elisabeth Borne, même si elle a mené à son terme cette réforme, puisqu'elle est adoptée aujourd'hui et qu'elle sera sans doute mise en place dès le mois de septembre, même si il faut écouter aussi ce qui se passe du côté des services de la CNAV, qui semble dire que ça va être compliqué aussi, la mise en place de cette réforme. Ça me paraît compliqué parce que c'est quelle ligne politique derrière qui s'ouvre à ce quinquennat. Et la ligne politique, c'est pas tant le gouvernement qui la fixe que la capacité du Parlement à faire émerger des majorités. Et force est de constater que la tâche qui avait été confiée par Emmanuel Macron à la Première ministre de créer une nouvelle majorité n'est pas réussi. Et je crois que finalement, personne n'en veut. Donc pour moi, l'enjeu, c'est pas tant la question du remaniement, même si évidemment, ça va susciter beaucoup de débats et de commentaires avec mon cher Dominique. Mais l'enjeu, c'est à quel moment... Il est possible qu'on soit plus d'accord aujourd'hui qu'on ne l'a été en d'autres circonstances. Je vais le dire comme je le pense. Pour moi, l'enjeu, c'est à quel moment il y a une dissolution, à quel moment Emmanuel Macron remet en question... sollicite l'avis des Français pour créer une majorité. Donc Stanislas Guerini, qu'on a entendu il y a quelques minutes, finalement, vous êtes un peu d'accord avec lui. Qui d'autre qu'Elisabeth Borne ferait mieux aujourd'hui? Vous avez vu, Oriane, comme moi, la gêne qui est celle de Stanislas Guerini, qui, dit-on, vient de la gauche, qui, comme la Première ministre, dit-on, viendrait de la gauche. Et qu'évidemment... C'est un fait. Mais tout ça, c'est une... Enlevez votre dit-on. Franchement, Dominique, tout ça est hypocrite. Non, mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est que... Monsieur... Mais non, mais dit-on, parce que moi, je ne considère pas qu'Elisabeth Borne vient de la gauche. C'est pas parce qu'elle a travaillé dans l'administration. Elle devient de plus en plus répressive. Non, mais pardon, mais quand on est... Je crois pas qu'elle ait été militante d'un parti politique. Elle a été effectivement une haute fonctionnaire dans une administration de gauche sous Bertrand Delanoë, mais on peut pas dire qu'elle a eu un engagement précis à gauche en tant que militante. C'est vous qui distribuez les bons, là. Je vous donne la parole dans 3 secondes, mais juste, pour moi, tout ça est tellement hypocrite. C'est-à-dire que, monsieur, vous avez entendu comme moi, monsieur Guerini saluer monsieur Darmanin. Bon, pardon, comment on peut se dire de gauche et revendiquer une politique qui est celle de M. Darmanin. Donc pour moi, tout ça, c'est une hypocrisie totale. On a là un gouvernement de droite qui a vocation à gouverner à droite et qui gouvernera demain à droite. Donc le sujet, c'est pas quel remaniement, c'est à quel moment ils arrivent à séduire la droite pour finir d'avoir une majorité. Alors je vous confirme, c'est une information que vous connaissez d'ailleurs, mais que vous oubliez, que Gérard Darmanin n'est pas de gauche, c'est très important. Non, mais et que le gouvernement ne se dit pas de gauche ou de droite. Et il se veut un gouvernement de coalition. On peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est un autre problème. Ne réinventons pas chaque fois, ne ressuscitons pas chaque fois un débat qui est écoutez, qui est réglé. Pardonnez-moi. Moi, je suis. Est-ce que Elisabeth Borne peut être remplacée? Oui, ça dépend du président de la République et de lui seul. Je vais lui dire, il y a derrière le mot remaniement, il y a 2 réalités, me semble-t-il. La première, un changement de Premier ministre et un changement d'un certain nombre de ministres, ça c'est le remaniement avec des majuscules, et c'est évidemment un changement politique qui serait, au conditionnel, extrêmement important, risqué, mais après tout, c'est aussi la vie politique consiste aussi pour le président, dont tout dépend, à savoir le moment venu prendre des risques. Est-ce que c'est le moment? On peut en douter. Et puis il y a, je sais pas, le mot est beaucoup moins noble, un réaménagement ministériel avec le départ d'un certain nombre de ministres, départ parce qu'ils n'ont pas tout à fait fait l'affaire ou parce qu'il y a des petites problématiques judiciaires qui compliquent la donne. Qui n'a pas fait l'affaire, Dominique, selon vous? Qui il faudrait sortir de ce gouvernement? Je sais. Actuellement, ce qui se passe, c'est le régime des rumeurs, des contre-rumeurs, etc. Alors, on dit que le ministre de l'Éducation nationale est décevant par rapport aux attentes qui étaient celles du président. Bon, on dit que le ministre de la Santé pourrait être plus présent. Moi, je le trouve modestement, comme journaliste, plutôt bon dans son registre. Il y a de toute façon d'autres qui pourraient changer, mais j'insiste. Mais ou bien on change de Premier ministre, ou bien on réaménage le gouvernement. Dominique, vous conviendrez avec moi que
Alors, moi, je ne trouve pas. D'accord. J'attends de savoir sur quoi. Je ne trouve pas beaucoup de qualité à Emmanuel Macron, mais il a au moins. Non, il n'a pas de qualité en fait, parce que j'allais dire justement parce que. Non. Je vais vous dire. En fait, on pourrait s'imaginer qu'en tant que président de la République, il serait un très bon directeur des ressources humaines, et c'est bien le problème qu'il a depuis tout le début de sa prise de fonction à l'Élysée. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de troupe, il n'a pas cette capacité à imposer une personnalité. Écoutez, franchement, sous la Ve République, vous voyez bien que quand même un président de la République qui, au moment de la nomination d'un Premier ministre, hésite entre, dit-on, une femme de gauche et une femme de droite, et que d'un coup d'un seul, c'est plus Madame Vautrin, mais c'est Madame Elisabeth Borne qui devient le joker d'Emmanuel Macron. C'est une manière de raisonner, de faire de la politique qui est quand même assez délirante. Donc, sur le plan politique, c'est quand même toujours un peu étonnant de voir la stratégie d'Emmanuel Macron. Et puis, sur le plan des ressources humaines, vous voyez bien qu'à chaque remaniement, il tarde à chaque fois à trouver un Premier ministre, il tarde à chaque fois à trouver le bon ministre de l'Éducation, le bon ministre de l'Intérieur, le bon ministre de la Justice. Il n'a pas de troupe, Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça que la question du remaniement, c'est un problème. Il réfléchit avant de choisir un homme. Je ne sais pas s'il réfléchit. C'est bien. D'abord, ils sont pas beaucoup, les gens qui postulent véritablement aux postes les plus exposés. On est choisi. Et puis, force est de constater qu'il n'y a pas grand monde qui émerge sur la place des remaniements ministériels. Je veux dire, qui incarne, qui a véritablement existé, à part peut-être ceux qui font de la politique depuis longtemps, les Darmanin, les Le Maire, si peut-être M. Attal, cela dit, c'est peut-être une carte que Emmanuel Macron saisira un jour. Mais est-ce que ça manque pas un peu de poids lourd politique, Dominique de Montvalon? Je note quand même. Là, non, mais les ministres qu'on dit partant, évidemment, ce ne sont que des rumeurs, ce sont des ministres issus de la société civile. Est-ce que c'est pas la preuve que c'est l'échec, finalement, de cette stratégie? Moi, je ne généraliserai pas. Mais je note quand même que il y a dans la situation qui prévaut un reproche qui est fait aujourd'hui, ce matin, au camarade Macron, camarade Macron. C'est pour faire sauter Pierre de son sèche. Oui, justement, c'est l'objectif. C'est de réfléchir et de ne pas savoir, d'hésiter, etc. Mais attendez, d'abord, ça me paraît la moindre des choses, mais le problème n'est pas là, c'est un problème de stratégie politique. Oui. S'il fait un remaniement, je parle d'un vrai, c'est-à-dire le changement de la Première ministre, etc. Pour moi, un vrai remaniement, c'est un changement de cap. Oui. Mais c'est pas un changement de cap. Non, mais d'accord. Changement de la Première ministre, changement d'un certain nombre des ministres, et forcément que se dégage de tout cela, que se dégagerait au conditionnel de tout ça une signification politique. Il y aurait une inflexion politique importante. S'il fait ça, il ne le refait pas 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard. Il y a des élections européennes et il y a une réflexion qui est certainement dans sa tête. Moi, j'en sais rien. Moi, j'imagine. C'est tellement évident. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le gouvernement actuel? Qu'est-ce que la majorité actuelle doit faire par rapport aux échéances? Pardon? Est-ce que c'est le moment de faire ça? Pour les médias, oui. Pour les Français, c'est quand même ça qui compte. Écoutez, est-ce que c'est le moment? Vous avez raison, évidemment. Vous avez raison. On vient d'assister quand même à une période d'attentisme presque. Il y a eu toute cette période des 6 mois qu'il y a eu autour de la réforme des retraites. Et Emmanuel Macron, en tout cas un président de la République, a besoin, là il reste 5 ans encore de quinquennat, de 4 ans de quinquennat, il faut quand même qu'il puisse avoir les coups des franches, il faut que les Français puissent entendre qu'il y a un cap. C'est pour ça que je dis, s'il y a un remaniement, ça peut pas être un remaniement technique, on change de Premier ministre, on change de ministre, etc. Il faut quand même qu'il y ait un signal fort qui soit envoyé. Oui. Je sais pas quel peut être ce signal. Ça peut être un signal très écolo, avec un profil très écolo. Il y a des députés européens qui ont rejoint la Macronie qui peuvent incarner cette mouvance-là. Ça peut être un Éric Ciotti qui en rêve évidemment absolument et qui ferait la liaison entre l'extrême droite et la droite. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il fasse la démonstration d'une affirmation d'un cap qui sera ce cap qui dessinera la fin du quinquennat. Je prends le risque de vous dire que s'il doit faire un choix, si le président de la République doit faire un choix, il ne fera pas un choix qui vous facilitera une analyse aussi tranchée que celle que vous dites, c'est-à-dire cap à droite avec Ciotti, cap à gauche, je suppose, avec des écolos, etc. Et vous faites ça. Là, vous allez être obligé d'être... en même temps. Non, mais je ne vais pas dire ça comme ça. Vous allez être obligé, vous serez bon, d'être dans la complexité. Ça existe aussi dans la vie, la complexité. Il y a des moments, c'est pas si simple. Il ne faut pas non plus que la complexité soit vécue par les Français comme une confusion, comme une obscurité, etc. Mais la complexité, d'ailleurs...
C'est votre registre habituel, mais là, quand vous parlez de Macron, forcément, d'Emmanuel Macron, oui, il doit faire ceci, il doit faire cela, il doit passer, etc. J'ai jamais reproché à Emmanuel Macron de manquer de lisibilité. Pour moi, en même temps, n'a juste jamais existé. Il a juste tenu sur sa jambe droite et point, c'est tout. Non. Vous parliez d'Éric Ciotti, c'est aussi la question, remaniée avec qui, Mathias? Est-ce qu'on se dirige vers une coalition gouvernementale avec les Républicains? Ce qui est certain, Oriane, c'est que cette petite musique monte dans la sphère politico-médiatique. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pousserait en coulisses pour cette sorte de coalition à l'allemande qui finirait par donner à la majorité présidentielle l'équilibre qui lui manque. Problème, la frange la plus conservatrice des LR ne semble pas emballée. Souvenez-vous de Bruno Retailleau qui s'interrogeait sur si cela serait une alliance avec le Emmanuel Macron qui nomme Pape Ndiaye ou celui qui nomme Jean-Michel Blanquer. Une tendance qui trouve un écho chez d'autres membres du groupe LR ici au Sénat, comme la sénatrice des Hauts-de-Seine, Christine Lavarde. Je ne sais pas si le pays est prêt à cela et surtout ça implique en fait de part et d'autre des véritables accords et aussi peut-être chacun de remettre en cause une partie de ce qu'il faisait. Enfin, je veux dire, le en même temps ça marche pas, on l'a vu. Donc la coalition, elle pourrait pas être une coalition du en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres sons, d'autres voix qui se font entendre au sein de ce groupe? Alors, rares sont ceux à prêcher franchement face caméra pour une véritable alliance avec les macronistes, car officiellement, cela reviendrait pour beaucoup à se diluer au sein de Renaissance, où beaucoup d'ex-LR ont déjà trouvé leur place d'ailleurs. Alors pour Pierre Charon, ancien sarkozyste, le chef de l'État va plutôt continuer les débauchages. Écoutez-le. En 2007, le président Sarkozy n'avait pas passé l'accord avec le Parti socialiste. Il avait picoré au sein du PS et pris ceux qui étaient les plus populaires. Il ne pourra jamais y avoir d'accord avec un parti. Le président peut choisir qui il souhaite pour une nouvelle donne. Et à partir de ce moment-là, c'est à lui de voir. Et puis en fonction du choix du Premier ministre, on aura déjà un aperçu. Voilà, Pierre Charon qui donne des conseils à Emmanuel Macron. On rappelle que certains poids lourds des Républicains avaient prévenu que s'il devait y avoir de nouveaux débauchages, cela pourrait tendre les relations avec Emmanuel Macron. Et que pense la majorité présidentielle et l'exécutif de tout ça? Alors dans la presse, on voit souvent des noms potentiels de potentiels futurs premiers ministrables. Alors il y a Gérard Larcher, il y a Xavier Bertrand. Récemment, on a eu Jean-Pierre Raffarin aussi. Alors certains observateurs y voient des ballons d'essai de manière à faire réagir la majorité et voir celui ou celle qui serait le plus acceptable. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron cherche et continuera de chercher à bâtir la majorité dont il a besoin, comme l'a expliqué tout à l'heure Stanislas Guérini. Écoutez-le. Il cherche à la bâtir avec celles et ceux qui sont prêts à regarder ces questions en face, à mettre aussi parfois... Et la gauche est prête à regarder ces questions en face. De dogmatisme ou d'idéologie de côté, ça peut concerner tout le monde, et de trouver des solutions avec un fil rouge qui est celui de l'efficacité. À noter que le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, a convié les députés de la majorité à une réunion de travail le 21 juin prochain, une réunion politique, pendant laquelle il pourrait notamment être question d'une alliance ou non avec les LR. Elle est envisageable, cette alliance entre la majorité présidentielle et les Républicains? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Une alliance en bonne et due forme. Ouais. Qu'il y ait... Alors, si on emploie le mot débauchage, admettons, le plus péjoratif qui soit, mais qu'il y ait une ouverture vers l'arrivée au sein de la majorité de nouvelles personnalités, de nouveaux personnages venant de LR, par exemple, je crois la chose possible. Mais pas d'accord de gouvernement. Attendez, j'en sais rien, je vous donne mon sentiment. C'est très curieux. La situation actuelle, avec ce feuilleton du remaniement qui est logique, j'y participe, mais c'est une façon pour Emmanuel Macron de rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié au sein de la majorité, que c'est lui qui a les clés du camion et personne d'autre, et que c'est lui qui décidera. Et d'autre part, d'inviter un certain nombre de ministres, pas forcément ceux dont on a parlé tout à l'heure, mais des ministres en général, à se secouer un peu, à se remuer un peu. D'une certaine manière, il leur dit, là j'extrapole, mais il leur dit, regardez mon cas. Tout le monde me disait, il y a encore 4 à 6 mois, sans pouvoir, sans moyen d'action, et à la limite avec des larmes de crocodile, le pauvre, comment il va tenir à l'Élysée pendant encore 3-4 ans, etc. Et il a su, au fond,
tirer les leçons d'un certain nombre d'erreurs qu'il avait commises, se réinvestir dans le terrain, lancer un certain nombre de sujets, et c'est de lui, y compris quand il s'agit de remaniement, mais pas seulement là, c'est de lui que dépend, au fond, la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui. Regardez mon voisin et ami, enfin, je voudrais pas vous compromettre, il se demande quelle vachardise il va dire, mais il est dans l'embarras. Politiquement, vous êtes dans l'embarras. Bon, certainement pas. En tout cas, la question qui se pose, c'est est-ce que les Républicains sont solubles dans le macronisme ? Si on s'entend pour dire que le macronisme, c'est un néolibéralisme conservateur, voire un peu autoritaire, je pense que les Républicains sont solubles dans le macronisme. Force est de constater que les questions... Le reste des Républicains, parce que... En tout cas, ce qu'est la famille des Républicains autour de la figure de M. Ciotti. Il y en a déjà des Républicains au sein du gouvernement. Non, mais bien sûr. C'est pour ça que c'est pour ça que je dis... Parfois, nous, commentateurs ou journalistes, on a tendance à ne voir que les stratégies politiques. Évidemment, c'est intéressant parce que c'est comme ça que se dessinent aussi des majorités. Oui. Mais si on voulait être honnête, et je sais qu'on manque beaucoup d'honnêteté en politique, mais si on voulait être honnête en politique et qu'on regarde les lignes politiques qui ont été fixées par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, même si on n'en sait pas grand-chose, et celles fixées par les Républicains avec la candidate Valérie Pécresse. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette qui sépare Emmanuel Macron de la famille des Républicains. Donc en vérité... C'est pas ce qu'ils disent, Léa. Bien sûr, ils disent sur l'immigration, on n'est pas d'accord, sur les finances publiques, on n'est pas d'accord. Non mais Oriane, vous voyez bien par exemple sur la réforme des retraites, tout ça était d'une grande hypocrisie. J'entends bien que par exemple sur la question de la méthode utilisée par Macron, ça n'a pas plu un certain nombre de Républicains. Mais si vous regardez la réforme de Valérie Pécresse et celle de Macron qui était proposée en 2022, c'était la même, à quelques centaines d'euros près sur le montant minimum de la retraite. À l'époque, vous voulez aller plus loin. Vous voyez bien que sur les questions migratoires, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'accord, ou en tout cas de compromis possible entre les Républicains et Emmanuel Macron. On a quand même à la tête de ce ministère un Gérald Darmanin qui vient de cette famille-là. Donc je ne vois pas que du jour au lendemain, ces familles se déchirent sur un sujet aussi majeur que ce que cette famille prétend vouloir faire sur la question de l'asile et de l'immigration. Donc ce que je veux dire, c'est que l'accord, il me semble difficile à trouver. Pourtant, effectivement, l'accord est difficile. Mais parce que vous savez, Oriane, moi ce que je crois, c'est que le quinquennat est fini. Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas très bien, à part cette stratégie qui va consister petit à petit à trouver des majorités à gauche, à droite, peut-être sur certains sujets, et ce sera possible, peut-être sur certains sujets qui ne seront pas des sujets extrêmement structurants pour la vie des Français. Mais que tout le monde ait déjà les yeux rivés sur 2027. Les Républicains, s'ils font un accord aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont aller présenter à un candidat contre le candidat sortant, ou en tout cas la famille du candidat sortant en 2027 ? Et ça vaut pour les Républicains, mais ça vaut aussi pour la gauche s'il avait une intention à un moment donné d'aller chercher une Carole Delga, ou voilà. C'est des gens qui sont déjà les yeux rivés en 2027. Donc ils ne vont pas aller se compromettre dans un gouvernement où ça sera compliqué d'assumer un bilan d'une majorité qui n'existe pas. Donc c'est pour ça que je dis l'enjeu, c'est pas tant la question des accords aujourd'hui, c'est la question de quand Emmanuel Macron va dissoudre l'Assemblée nationale pour s'en remettre à l'avis des Français sur quelle majorité les Français veulent faire émerger dans ce Est-ce qu'il a intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale? C'est pas une question d'intérêt. Regardez ce qui s'est passé en Espagne. Défaite majeure du président sortant en Espagne. Que fait-il dès le lendemain ou le surlendemain? Il dit, je m'en remets aux citoyens, je me remets aux Espagnols, qu'ils votent. Et il prend une très lourde... en tout cas, il se met en difficulté lui-même. Les sondages ne sont pas très favorables en plus. Donc, même si la gauche essaie de se rassembler pour essayer de peser plus encore et essayer de faire en sorte que la gauche reste au gouvernement en Espagne. Mais au moins, il joue le jeu démocratique. Il dit, je n'ai pas de majorité, ou en tout cas, je suis débattu aux élections locales. Voilà, j'ai été contesté, je m'en remets au peuple. Sauf que là, Emmanuel Macron, il n'est pas dans ce cas. Oui, mais Emmanuel Macron, il n'est pas dans ce cas. Pardon, il a perdu les élections législatives quand même. Ça fait un an pile aujourd'hui. Il a perdu ses élections. Il n'a pas trouvé de majorité absolue. Il n'a pas trouvé de majorité. Mais il a quand même le plus grand groupe à l'Assemblée. Il ne gouverne que 49-3. On a quand même d'un côté une monarchie où ils sont plus républicains que nous. Ils sont plus à faire jouer le rôle du Parlement. Là, on a un monarque présidentiel qui décide de ne pas faire jouer le rôle du Parlement, ce qui devrait être la base dans un moment comme celui-ci. C'est-à-dire qu'on s'en remet. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle en réalité. Il n'y a pas eu de présentation du programme d'Emmanuel Macron. Ce serait l'occasion de relancer projet contre projet aux Français. Qu'est-ce que vous voulez voir émerger à l'Assemblée nationale? Je pense que c'est la seule solution si on veut que le quinquennat, les 4 ans soient utiles, les 4 prochaines années soient utiles aux Français. Non, mais ce qui... Je suis sûr que vous êtes d'accord, Dominique. Non. Un peu de raison. Il faut que le reste du quinquennat et le plus gros à venir soit utile aux Français. Ça, je suis d'accord. Sur cette pétition de principe, je suis d'accord. Mais ce qui est gênant dans votre propos et qui m'empêche d'adhérer... Je vais gâcher sa journée. Non, parce que vous m'amusez, étant donné que je vous reconnais chaque fois, peut-être que la caricature vaut aussi pour moi, mais enfin je vous laisse faire. Vous oubliez vous oubliez un petit détail, il n'y a aucune majorité alternative. Il y a une majorité qui n'est que relative,
au service des ambitions des objectifs plutôt du président de la République. Mais par ailleurs, il n'y a aucune. Vous n'allez pas quand même proposer de faire une alliance avec le Rassemblement national. Vous n'allez pas proposer, même vous. C'est plus cher. Non, mais d'accord. Mais c'est pour nettoyer le terrain. De l'autre côté, vous allez proposer de faire une alliance avec Mélenchon. Politique, hein. Moi, je suis pas candidat. Je suis candidat. Oui, mais je sais que vous voulez que je sois le candidat de la gauche en 2027. Vous êtes tellement péremptoire, en tout cas catégorique, dans le traitement que vous faites de l'analyse. Bon, par ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose en vous écoutant. Ce qui compte, c'est les Français. Mais Dieu sait que les partis politiques et les élus, c'est capital. Nous sommes ici à Public Sénat et les sénateurs jouent un rôle capital. Heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs. Hein. Bon. Mais et les députés aussi. On est à Public Sénat, là. Hein. Mais ce qui compte plus que les députés et les sénateurs, c'est ceux qui les ont faits députés et sénateurs. C'est les Français. Il se passe des choses en France actuellement. Et depuis un certain temps, on est plus. Vous êtes un peu dans votre façon de réagir. Vous êtes un petit peu une sorte de France politique éternelle qui n'a pas bougé. Est-ce qu'on va faire alliance avec cela? Ah, mais si. Non. Remettons-nous devant les Français. Remettons aux Français le choix de quelle sera la majorité. Il y a des élections européennes, on va commencer par ça. C'est dans un an. C'est dans un an. Et je vous le propose. On ne va pas voter tous les 6 mois quand même. Bah, pourquoi pas? En tout cas, il ne vaut mieux pas qu'il y ait des élections. Il ne faut pas qu'il y ait des élections demain matin parce que ceux dont vous êtes le plus proche le paierait cher. Bon, alors du coup, justement, dans les urnes. Qui a à gagner, qui a à perdre? Un remaniement et une dissolution. Après Pierre. Ou allez-y Pierre d'abord. Non, mais moi vous allez dire que je suis un grand naïf, mais moi je crois dans la politique. Non. Vous voyez ce qui se passe en Espagne. Je reviens sur l'Espagne. Mais si, parce que c'est très intéressant. Il y a 2 mois, vous n'auriez jamais parlé de l'Espagne à ce point-là avec tel parce qu'il y a une actualité parce que ça me paraît important. Il y a un président qui a plutôt fait. L'espagnol a pris une claque retentissante avant de voir les conséquences qu'il en tire. Il propose d'anticiper de nouvelles élections nationales qui devaient avoir lieu à la fin de l'année. Les sondages dès le lendemain lui sont très défavorables. La gauche se remobilise, il y a des coalitions qui se font sur la gauche de la gauche, avec le Parti socialiste sans doute dans le cadre d'une fusion de listes ou de candidatures au second tour. Et là, la gauche revient un peu en forme. Donc ce que je veux dire, c'est que des campagnes électorales, ça sert à quelque chose. Je veux dire, convaincre les gens de faire de la politique, convaincre sur la base de projets clairs, ça sert à quelque chose. Sinon, on arrête de faire de la politique et on décide que tout se fait au niveau des partis et des stratégies. Évidemment que les campagnes électorales, ça sert. Voyez, on est en campagne électorale permanente d'une certaine façon. Vous dites toujours... Mélenchon, c'est un vilain, il sait pas faire de campagne, il est toujours là. Il commence toujours très bas. Je préférer le Mélenchon d'antan au Mélenchon d'aujourd'hui. Les campagnes électorales changent la donne. Je veux dire, il arrive à convaincre des gens. Donc, ce que je veux dire, c'est que les campagnes électorales, c'est du débat, c'est des moments de clarification. C'est pour ça que c'est pas inutile. Et il reste 30 secondes à Dominique pour conclure. Je constate que mon camarade a peur d'être un peu en manque de campagne électorale et de débat politique. Non, il y a les sénatoriales qui arrivent. Voilà, vous l'avez dit. Ben voilà, ça permettrait de clarifier les choses. Il s'est passé des choses, y compris dans l'échec de la vaste coalition hétéroclite qui voulait mettre à bas la réforme des retraites. Et on tuera tout ça. En attendant, on va entendre quelqu'un qui maîtrise l'espagnol et l'espagnol à la perfection, Mathias. Mais on va parler de la revue de presse régionale. Et Mathias, on parle philo, puisque ce mercredi, c'est le début des épreuves de philo. Oui, on démarre avec la philosophie même, Oriane. Au moment où l'on se parle, c'est près de 1,5 million de lycéens qui grattent leur copie du bac de philo, on pense à eux. L'occasion de faire un bilan sur cette nouvelle formule proposée progressivement aux élèves depuis 2018. Sud-Ouest n'y va pas par 4 chemins et s'interroge sur ce que vaut encore ce bac-là quand l'union de l'an se fend simplement d'un « la philo mérite mieux ». Alors si on veut connaître le sujet, il va falloir attendre 9h et les premières sorties du bac. Exactement. Et aujourd'hui, Mathias, on parle aussi d'industrie. Oui, c'est en écho à la tournée du président de la République sur le thème de la réindustrialisation. Nos confrères de La Voix du Nord consacrent aujourd'hui un dossier aux grands projets dans leur région. Gigafactory de batteries électriques à Dunkerque, sidérurgie. Les ambitions pour l'emploi, elles sont nombreuses, mais elles sont également accompagnées d'inquiétudes sur d'autres sites en tension, comme à Trides-Saint-Léger et à Lefrancouc, où l'équipementier ferroviaire Valdune pourrait se désengager. Les intempéries qui ont frappé le sud de la France font également parler dans la presse ce matin. Il y a beaucoup plu ces derniers jours, des Pyrénées-Atlantiques aux Alpes-Maritimes.
Alpes-Maritimes, à tel point que la dépêche du Midi de Toulouse fait sienne la célèbre expression d'Astérix « Le ciel nous tombe sur la tête partout Tatis ». Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. La République des Pyrénées fait état d'importants dégâts dans le Béarn suite aux violents orages de lundi qui ont provoqué des inondations dans plusieurs communes. Quand la Provence s'interroge tout simplement pourquoi il pleut autant. Alors d'un côté il y a des inondations et de l'autre des fortes chaleurs. Alors techniquement, on ne parle pas encore de vagues de chaleur, mais une bonne partie de la France a bien suffoqué ces derniers jours des températures au-delà des moyennes de saison qui poussent donc le journal d'Eure-et-Loir, l'Éco-Républicain, à rappeler quelques conseils simples pour protéger les plus fragiles, s'hydrater régulièrement, fermer les volets pendant la journée, mais aussi s'inscrire sur les registres communaux utilisés pendant les périodes de canicule. Et Mathias, avec les chaleurs, les premiers incendies? Voilà, cette fois, ce n'est pas dans le sud de la France, mais bien dans les Vosges que s'est déclaré hier soir un important incendie de forêt sur la commune de Bois-de-Champ précisément. Une centaine de sapeurs-pompiers luttent toujours contre les flammes au moment où on se parle, qui en moins de 24 heures a donc ravagé plus de 15 hectares. Merci beaucoup Mathias pour cette revue de presse. La une de politique, un peu de Maître Gims. De politique, j'arrive plus à parler. Un peu de Maître Gims dans le texte. Oh, vous l'aviez la référence. Dommage, je suis pas sûr qu'il l'ait. Boosté comme jamais. Boosté comme jamais. On revient sur ces luttes et les syndicats qui sont reboostés. On fait le point sur plusieurs luttes locales qui sont reboostées par les 6 mois de mobilisation et qui arrivent à obtenir des rapports de force favorables face au patronat et qui gagnent des augmentations de salaire, des meilleures conditions de travail. On revient sur un certain nombre de luttes. Voilà. Vous voyez que la France bouge. Vous voyez que la France bouge, bien sûr. Eh ben oui, voilà. Avec les nouveaux symboles en couverture, les nouveaux symboles de la lutte en couverture, la casquette, les casseroles. Dans votre sens, mais la France bouge, voilà. On est voilà. pas dans une Bon, vous situation offrirez Politis à Dominique, non, Pierre. mais je le lis toujours, surtout quand c'est signé de lui. Voilà. Avec passion. Bon, on vous retrouve très vite tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce club. Merci Mathias, merci de nous avoir suivis. Pour voir ou revoir cette émission, c'est sur notre nouvelle plateforme publicsena.fr. On se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Bruno Retailleau. Et vous avez rendez-vous à 18h avec Thomas Hugues. Très bonne journée.